nous recevons Laurent Oberton, le très décrié Laurent Oberton, pour ce nouveau tome de Guérilla, Le temps des barbares. Laurent Oberton n'a pas fini de nous effrayer. Merci d'avoir accepté l'invitation de Putsch. Nous allons parler assez longuement de cet essai et surtout de ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a aussi derrière. Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Première question par rapport à ce livre. Que pouvez-vous dire dans une fiction que vous ne pourriez pas dire dans un essai, comme ça a été le cas avec La France interdite ou La France Orange Mécanique qui vous a fait connaître? Alors, je pense que la fiction permet une peinture anthropologique, peut-être plus subtile et plus complète qu'un essai qui doit rester plutôt technique, plutôt chiffré, sourcé, donc quelque part plutôt chiant, parce qu'en général, quand vous avez des masses de données comme ça à transmettre, on a beau faire tout ce qu'on peut, c'est difficile de les rendre aussi attractives que ne peut le faire la fiction. Et je me considère un peu comme un des concurrents de Big Brother, donc de l'audiovisuel français, qui a des moyens d'attirer l'attention qui sont bien plus importants que les miens. Donc j'essaie de le faire à mon niveau, en donnant peut-être un petit peu plus d'attractivité à mon travail. Et pour le coup, le roman, je le constate, en règle générale, j'ai un peu plus de lecteurs maintenant sur du roman que sur l'essai. Oui, finalement, vos écrits sont peut-être plus séduisants pour une large part de lecteurs sur le roman plutôt que sur l'essai. Moi, j'ai une question qui me fascine également. Je crois savoir, et nous croyons savoir, que suite à votre succès dans vos romans, dans vos livres, hein, soyons clairs, vous avez eu accès aux services de renseignement, ou du moins à des sources, comme un véritable journaliste, parce que vous êtes journaliste, hein, à la base, il faut toujours le rappeler. Comment ça s'est fait, ces sources, ces accès, ces gens qui ont décidé de vous parler ou vous donner des informations? Alors, au départ, c'est La France Orange Mécanique, donc mon tout premier livre sur l'insécurité. Là, c'est ce livre qui va m'ouvrir les portes de la parole policière, qui d'habitude est complètement écartée du débat public. Les policiers ne sont pas là pour parler, ils n'ont pas le droit de le faire, devoir de réserve. Exactement d'ailleurs comme les militaires, comme le renseignement, enfin tous ces individus qui sont un petit peu les yeux de la France, mais ils n'en sont pas la voix. Et ces gens ont besoin de parler, de dire leur quotidien, parce qu'il est devenu extrêmement difficile, notamment pour les policiers de terrain. Donc, quand ils ont une oreille attentive, quelqu'un qui retranscrit à peu près fidèlement, enfin du moins je m'efforce de le faire, ce quotidien, ils sont tout à fait demandeurs en fait. Et donc ils me transmettent beaucoup d'informations. Pas seulement au niveau premier échelon, c'est-à-dire le policier de terrain, mais aussi dans les sphères un peu plus privilégiées du renseignement. Ils me font confiance, ils ont vu que je ne trahissais pas leurs paroles, et donc ils m'ont donné beaucoup d'hypothèses de travail, donc de scénarios, d'actes terroristes, d'effondrement de la société civile, de ce qui peut advenir par la suite. Et évidemment, je m'appuie strictement sur ces informations pour construire mes livres de fiction. Finalement, le travail entre l'essai et la fiction, le travail en amont de recoupement d'informations est à peu près le même. Ce sont des thermomètres, finalement, de la société française, même si leurs informations, vous l'avez dit, hein, ne transparaissent pas dans la presse ou au niveau du grand public. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui, vous qui les connaissez? Alors, je vais pas être original, c'est une métaphore une analogie que je reprends assez souvent. En gros, ce sont les vigies du Titanic. Ils sont en haut là, dans leur mât, là, en haut du mât, et ils voient arriver l'iceberg, ils voient le problème terrible, ils ont les yeux pour voir, ils ont des données très complètes, très précises, mais quand ils sonnent la cloche, il ne se passe rien parce que en bas, alors soit on s'en fout, on danse, on fait la fête parce on a le pouvoir et le problème ne nous paraît pas urgent et seul Dieu lui-même ne pourrait pas couler le navire, hein, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on pense quand on a le pouvoir, on n'est pas du tout dans cette préoccupation-là. Donc il n'y a pas du tout de transmission en fait entre eux, ceux qui sont payés pour voir, et ceux qui devraient agir, en tenir compte et agir. Aujourd'hui, on tient compte de ce que dit le renseignement, mais uniquement pour communiquer, pas pour agir, parce que c'est comme ça, la société, le gouvernement, les décideurs sont formés pour communiquer, parce qu'on imagine que les faits, de toute façon, nous échapperont toujours, et qu'il est plus important de savoir les enrober comme ça dans un verbage, une communication de crise, plutôt que de s'y opposer, de tenter de les modifier, d'influencer leur cours. Oui, alors c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il va y avoir un point de rupture.
Parce Alors, que moi, face à un déni mais bien permanent sûr. de la réalité, vous parlez de communication et vous dites effectivement que la situation est compliquée, mais alors, compromise peut-être, et vous nous le direz après. Quand est-ce le point de rupture? Comment ça se Alors, passe? c'est justement la thèse du livre, c'est que cet iceberg, à un moment donné, il va percuter la croisière, qu'on le veuille ou non. Et là, communiquer ne suffira plus, en fait. Et déjà, on le constate, les limites de cette communication sont déjà atteintes avant même que l'effondrement ait lieu, puisque au sein de la société, il y a de plus en plus de doutes, peut-être même d'animosité vis-à-vis de cette information officielle ressassée en permanence, le vivre ensemble, etc., pas d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser. Donc c'est une manière en gros de criminaliser un petit peu les inquiétudes du citoyen, de lui dire vous vous énervez pour rien et attention parce que c'est dangereux, vous faites le jeu, on sait qui, tout ça. Donc en gros, une petite forme de chantage toujours à l'extrême droite, au racisme, aux heures sombres, qui permettent de piéger le débat public sur des thématiques fondamentales, la cohésion de la société, le communautarisme, l'immigration, l'insécurité. Ce sont des thématiques qui n'ont pas à être politisées, qui font l'objet, dans toutes les sociétés, normalement, d'un débat public avec des opinions diverses. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que renvoie Big Brother, c'est-à-dire la machine médiatique, l'appareil, c'est très majoritairement une pensée unique, une pensée du vivre ensemble, très positive, et une pensée qui refuse la confrontation avec le problème. Et elle est en rupture fatalement avec le reste de la société, le citoyen, le consommateur, téléspectateur, électeur. Lui, il a de plus en plus de mal à échapper à la réalité. C'est-à-dire qu'il est en bas du navire, il est dans les soutes, il a l'eau froide qui lui lèche les pieds. On ne peut plus lui mentir. Déjà, on ne pouvait pas le faire avec les policiers, maintenant avec les pompiers, les médecins, les guichetiers, les enseignants, tous ceux qui sont face au réel quotidien voient bien qu'il y a un énorme problème. Le citoyen commence à s'en rendre compte aussi. Donc la rupture est de plus en plus grande parce que plus on sent l'inquiétude, plus on va la criminaliser, plutôt que d'essayer de peut-être s'aligner sur cette opinion. C'est très dangereux, cette logique de rupture qui est en train, pour le coup, de vraiment contribuer à la partition sociale de la France traditionnelle. Et vous avez raison, parce que notamment sur la crise des urgences, il est très peu question des violences subies aux urgences dans les services. Et les médias vont peu parler. On parle souvent de problèmes de lits, problèmes de place, problèmes de moyens. Mais nous, quand on parle avec les urgentistes, il y a un vrai problème aujourd'hui de violence directement aux urgences. C'est ça aussi, ce déni de réalité de la part des politiques? Oui, et on va toujours orienter en fait sur des épiphénomènes. On va parler par exemple des féminicides, on va parler des difficultés dans les urgences, du malaise des pompiers. On va trouver tout un tas de jolis termes, de l'homophobie, de l'antisémitisme. Mais on ne va jamais avoir le courage d'une vision globale. Pourquoi tous ces problèmes existent, alors qu'on nous dit depuis toujours que le vivre ensemble, c'est la panacée universelle, c'est justement l'enrichissement mutuel, et tout le monde sait, mais c'est merveilleux. Personne n'a le courage de remettre ça en cause, simplement de regarder les choses en face, de se confronter aux chiffres, en fait, aux réalités concrètes. Et bien évidemment, on ne résout jamais des problèmes en s'interdisant de les voir. Là, on est juste en train de faire monter la pression dans la cocotte minute. On est debout sur le truc et on espère que ça va se résorber de manière miraculeuse. Mais en fait, non. Et ce sera de pire en pire. Donc on est, avec ces mots, à quelques encablures de guérilla. J'aurais voulu poser une question. Vous aviez dit chez nos confrères, chez les confrères à nous, que vous aviez fait le parallèle avec le siège de Sarajevo pour mieux comprendre la théorie, ou du moins la guerre civile. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce que vous a appris la bataille de Sarajevo, par exemple? Alors, c'est intéressant à étudier parce que c'est une guerre civile récente, donc dans des conditions modernes. Vous avez l'électricité, vous avez des problématiques qui seraient les nôtres si il advenait un événement comme celui que je décris dans Guérilla, à savoir une société pour le coup très domestiquée, très habituée, qui a son rituel, qui a tout son réseau de dépendance quotidien. L'électricité, c'est une dépendance formidable qui régit l'intégralité de nos vies. L'État, l'appareil, la machine, le jeu des relations sociales. Et si tout à coup les lumières s'éteignaient, si on était brutalement expulsé dans une réalité un peu primordiale, c'est-à-dire comme notre environnement ancestral, une réalité, une survie finalement, on a besoin de faire face à la situation, à nos responsabilités, et puis à se défausser sur l'État, la société, une hypothétique solidarité.
Eh bien, que se passe-t-il dans cette situation-là? Et la guerre civile en Bosnie était très révélatrice sur ce point, je trouve, sur la manière dont l'individu social va réagir dans une telle situation. Et là, pour le coup, on se rend compte que la société, c'est une illusion. Elle tient parce qu'il y a cette pression sociale, la pression de la police, des conventions. Mais dès que vous coupez le courant, là, c'est plus pareil. Là, vous avez un retour. C'est même plus un état sauvage, c'est encore en deçà. On l'a vu même dans des pays tout à fait civilisés. À Toronto, par exemple, vous aviez des pannes, des blackouts gigantesques. Et là, vous voyez ce que deviennent les individus. C'est pas beau à voir. Donc, c'est un peu ce que j'imagine. Plus les individus se sont défaussés de leurs responsabilités et ont remis leur destin, leur souveraineté intellectuelle et tout ce qui s'ensuit entre les mains de l'État. Je me permets, il y aurait une Oui. déficience, selon vous, de citoyenneté là-dedans? Ah ben, pour moi, la décohésion, en fait, l'effondrement de la société de l'intérieur a déjà eu lieu. Aujourd'hui, le capital social, ce que le sociologue Robert Putnam appelle le capital social, c'est-à-dire la cohésion, le degré de confiance, de réciprocité qui unit les citoyens, qui permet la société, s'est effondré. En fait, on a constaté que plus une société devenait multiculturelle, plus ce capital social s'effondrait. Et aujourd'hui, on est à un degré zéro. Le taux de confiance des citoyens les uns envers les autres, pas seulement entre les communautés, mais au sein même des communautés, envers les médias, envers l'appareil politique et l'État, n'est déjà plus grand-chose. Et il suffit donc d'une étincelle, d'une faiblesse de la machine policière pour, je pense, que ça nous saute aux yeux. Alors, une question. Est-ce que finalement, malgré vous avez écrit le premier guérilla, le premier tome, le second tome, mais entre les deux, il y a eu les Gilets jaunes, Laurent Berton. Et est-ce que finalement, ce n'est pas le retour du peuple, le retour de la France périphérique, d'un bloc, un bloc large? On rappellera que Christophe Guilluy dit que c'est 60% de la France à peu près, les Gilets jaunes. Est-ce que finalement, ça n'a pas changé par rapport à votre vision initiale du premier tome du guérilla? Est-ce que ce bloc, on va dire patriotique ou national, là j'ai dit un gros mot, mais est-ce que ce bloc de la France périphérique, finalement, c'est pas reconstitué, c'est pas réagrégé? Alors je dirais qu'il y a eu une tentative, une amorce peut-être de recohésion dans le dos du système, de Big Brother, des médias officiels. C'est justement ce qui a terrifié le régime et qui a appelé une réponse immédiate et assez violente, il faut bien le dire, parce que ce n'était pas constitué, c'était complètement hors cadre. Et ça, vraiment, on ne peut pas le tolérer. On aime bien en France les révoltes, mais à condition qu'elles soient tout à fait encadrées. On aime bien la rébellion syndicaliste, la rébellion antifa, étudiante et tout ça, parce que c'est habituel, ça fait partie du paysage, et même on la maîtrise et on l'utilise évidemment pour, au passage, museler un petit peu l'opposition réelle. En revanche, un mouvement qui a des airs révolutionnaires et qui agrège des individus venus de milieux complètement différents, ça c'est beaucoup plus problématique. Mais on a habilement, je pense, laissé mourir ce mouvement en le reportant sur un côté lutte sociale beaucoup plus traditionnel, donc beaucoup plus habituel et maîtrisé. Et on l'a donc fait mourir comme ça, de la sorte, par une infiltration gauchisante, pour la faire simple. Ce qui a brisé, à mon avis, l'espèce d'union sacrée qui existait au départ au sein de ce mouvement. Vous êtes très dur avec le personnage ou les personnages de Monsieur Moyen. Finalement, est-ce que depuis cette crise des Gilets jaunes, il n'y a pas quand même une baisse drastique de Monsieur Moyen? Il y a quand même des gens qui ont pris conscience de ce qui se passe, non, par rapport à ça, Laurent Berton? Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de recul qu'avant vis-à-vis de ce paysage officiel. Avant, vraiment, on avait du mal à trouver des individus qui avaient du recul critique par rapport à l'écran, par rapport à la parole journalistique. Là, maintenant, ce n'est pas pareil. On sent au contraire que les thèses dominantes ne sont plus du tout celles des écrans. Ça suffit plus du tout, le conditionnement ne marche plus. D'ailleurs, mes livres en sont un petit peu la preuve, ils ne passent pas du tout à la télévision et ils ont un grand succès. Les livres qui passent à la télévision, en revanche, ne fonctionnent plus aussi bien qu'ils le devraient. Donc on voit qu'il y a une forme de basculement peut-être qui est en train de s'opérer. Mais ça reste très théorique, puisque tant que l'opposition ne se structure pas, elle reste un bruit de fond, un agacement. C'est plutôt de l'intuition que quelque chose de formalisé, de concret. Donc peut-être ça va se faire. Hein. C'est pour ça aussi que j'écris des livres, pour essayer justement de donner des éléments, d'armer un petit peu les pensées critiques face à ce système. Alors, je voulais qu'on rentre vraiment dans le fond du livre. Vous évoquez quand même dans ce livre
dans ce tome 2 de Guérilla, le temps des barbares, hein, on ne peut pas faire mieux comme titre effrayant, vous évoquez un califat dans le livre, dans le roman que vous écrivez, bien entendu, au cœur de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, c'est une des hypothèses dont je parlais du renseignement, la sécession d'une partie du territoire national, donc qui se déroulerait fatalement en Seine-Saint-Denis, puisque c'est bien que c'est le département le plus communautarisé de France, en matière religieuse, celui, je crois, qui présente davantage de mosquées que d'églises. Je pense que je ne dirais pas de bêtises en affirmant cela. On a un problème communautaire dans ce département qui est très vieux et qui est très puissant. Et aujourd'hui, il faut y agréger une nouvelle problématique qui est assez récente finalement, identitaire. On constate que la jeunesse de ce département, ou d'autres banlieues de France, mais c'est particulièrement marqué dans le département de Seine-Saint-Denis, adhère à une vision radicale, décomplexée de l'islam. Dans les sondages, à peu près un jeune sur 3 de ces quartiers va dire que la charia doit passer avant la République. Et il y en a sûrement d'ailleurs dans le sondage qui ont eu l'intelligence de dire que pas du tout, donc qui ont modéré leur opinion. Oui, c'est un peu comme le vote du Front National, quoi. Oui, voilà, on ne le dit pas et le moment venu, on se fera plaisir. Mais il y a une rupture générationnelle qui est vraiment évidente parce que ces jeunes, pour la plupart, sont nés en France de parents souvent déjà français. Ils sont issus de l'immigration, mais ils sont français parce qu'ils sont nés en France. Mais il y a vraiment une rupture totale avec le pays, qui n'est même plus le pays d'accueil, parce qu'ils vivent au sein d'une communauté qui permet en fait cette autonomie. Il y a une autonomie grâce au trafic, aux revenus du clientélisme. Donc on n'a plus du tout besoin de faire d'efforts d'assimilation, d'aller vers la société, de parler sa langue, de s'adapter à elle. Au contraire, la police y est perçue comme une armée d'occupation. La France, c'est l'étranger. Donc, si vous voulez, la sécession, elle est déjà quasiment là, en fait. Et elle a juste simplement besoin d'une situation favorable pour se déclencher. Et évidemment, ça échappe complètement aux autorités religieuses, les imams français ou les autorités islamiques du monde arabe. Donc, vous semblez nous dire que l'État de droit, ou l'État a failli, c'est enlevé de ces quartiers-là, l'école républicaine n'y est plus appliquée. À quoi attribuez-vous ça, Laurent Berson? Ce n'est pas seulement une faillite de l'État. Évidemment, l'État est fautif, mais il y a aussi la faillite locale. Ceux qui étaient aux affaires dans ces villes-là, dans ces métropoles-là, ont trouvé qu'il était peut-être plus facile de fermer un peu les yeux sur divers trafics, de mettre l'accent sur le clientélisme, plutôt que, encore une fois, de se confronter au problème et d'essayer de réduire l'influence des gangs, de ces groupements communautaires. On a plutôt joué leur jeu, de manière électoraliste évidemment. Alors ça paye puisque des types sont totalement indéboulonnables dans ces banlieues-là, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de candidat justement crédible et issu du milieu communautaire. Mais évidemment, ça a permis à cette situation de prendre une telle ampleur qu'aujourd'hui, elle paraît très difficile à réduire. Il faudrait prendre des mesures qui, je pense, mettraient le feu aux poudres dans ces quartiers-là. Donc, plus on renonce petit à petit, plus la situation devient difficile à reprendre en main. Alors, je vais faire appel à vos sources, du moins vous ne les direz pas, mais peut-être donner une tendance. À votre avis, quelle est la part de la sécession en France? Vous parlez du quartier à Seine-Saint-Denis, mais il y a plusieurs quartiers disséminés ça et là dans le territoire. Aujourd'hui, quelle est la part de la sécession et le creuset, la profondeur du creuset de ces quartiers-là? Alors, c'est toujours difficile. Et j'en reviens à Gérard Collomb. Oui, lui disait, d'ici 5 à 6 ans, la situation sera irréversible. Et il parlait face à face, c'était vraiment des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez un responsable public. On a plutôt tendance à minimiser un petit peu ce genre de situation. Mais lui, il a été au ministère de l'Intérieur, il a vu les dossiers dont je vous parle, il a eu les mêmes informations. Donc il sait que c'est très très grave. Et on le voit, il suffit de regarder, pour le coup, même les informations classiques. Tous les soirs, dans des banlieues françaises, vous avez des guet-apens, vous avez la guérilla, en fait, elle est un peu déjà là. Vous avez des flics qui sont attaqués au mortier tous les soirs. Ils se font brûler vifs dans leur voiture. Là, en ce moment, c'est le procès de Viry-Châtillon. La situation est vraiment, c'est plus que tendue. Et encore, ils ont des consignes de plus en plus strictes pour ne pas mettre le feu aux poudres, pour ne pas poursuivre. Il n'y a plus de course-poursuite aujourd'hui, les policiers. On leur demande de ne plus faire ça parce que si jamais il va tomber avec sa mobilette et machin, ça va déclencher de nouvelles émeutes. Donc on fait attention, on ne dérange pas le trafic, d'autant que le trafic, pour le coup, paradoxalement, contribue fortement à l'ordre social de ces quartiers.
parce qu'un trafiquant a besoin de calme pour mener à bien ses activités. Il y a plus, si la banlieue brûle, les clients ne viennent plus. Donc il faut quand même calmer un peu les jeunes. Et ça permet de le faire. Ça permet de le faire. En plus, on occupe des gens, on leur donne des sommes énormes pour guetter, par exemple, ou participer à cette économie-là. Donc c'est un vecteur de paix sociale. C'est pour ça qu'on décide de ne pas lui faire la guerre à 100%. Et peut-être aussi pour ça d'ailleurs que la justice se montre très compréhensive. D'accord. Il y a une chose, on en a un peu parlé, mais je voudrais quand même revenir là-dessus. Quel est le rôle que pourrait jouer aujourd'hui l'islam de France dans ces cités, avec l'affaire du voile en ce moment, la polémique autour du voile? Quelle est la part de l'islam, la part de l'islam radical? Comment ça se passe? Comment vous le voyez, du moins avec les informations que vous avez et le recul que vous avez sur ces questions-là? Alors malheureusement, par rapport à cette jeune génération dont j'ai parlé, qui est déjà en rupture, le rôle de l'islam de France est proche du néant parce que c'est ces représentants donc qui passent bien à la télévision, qui vont aller dans un discours œcuménique, vivre ensemble, on peut tous cohabiter, les lois de la République sont importantes, sont considérés déjà comme des plus ou moins des traîtres ou des collabos. En tout cas, il y a une rupture déjà interne qui est manifeste. Encore une fois, les premières générations d'immigration n'étaient pas du tout dans cette optique de sécession. Ils pratiquaient leur religion sans avoir l'idée de l'imposer à leur pays d'accueil. Ce n'était pas du tout cette logique-là. Là, maintenant, on est vraiment dans un combat identitaire. Il n'y avait pas vraiment cette identité dans les quartiers. C'était tel quartier contre tel autre, une barre d'immeubles contre une autre, la communauté des Pakistanais contre telle autre communauté. C'était comme ça. Maintenant, il y a cet agrégateur identitaire qui peut dépasser un peu ces clivages traditionnels et, à mon avis, devenir très dangereuse. Bon, nous verrons. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Mais, encore une fois, tout dépend du contexte. Alors, est-ce que, selon vous, le multiculturalisme amène-t-il le multiconflictualisme dans ces quartiers-là? Parce que c'est ce qu'on oui, ont vendu pendant très longtemps, le multiculturalisme, l'ouverture aux autres. C'est évident qu'une grande part de la criminalité française aujourd'hui provient de tels quartiers. Les chiffres sont hallucinants. Enfin là, on a des ratios, ça n'a plus rien à voir avec les taux de criminalité des agglomérations françaises plus traditionnelles. Il y a évidemment ce phénomène de rupture, mais qui a pris des proportions énormes. Alors, je voudrais revenir sur une question sur ce que vous décrivez. Hein. Vous êtes effectivement décrié par une certaine partie de la classe politique, de la classe médiatique. Et, quel regard avez-vous finalement? Parce que j'aime bien à dire que vous êtes l'architecte d'une pensée ou d'inquiétude criminalisée ou criminalisante. Aujourd'hui, vous vous sentez un porte-voix, Laure Oberton, contre un déni de réalité, peut-être, ou une réalité que certains, nombreux de nos concitoyennes et concitoyens, vivent tous les jours. C'est comme ça qu'on dirait. Je pense que je suis un des représentants de cette opinion qui est majoritaire, mais qui se tait parce qu'elle subit ce chantage dont j'ai parlé. C'est vraiment, il faut bien comprendre que tout le débat public, enfin l'inexistence du débat public aujourd'hui repose sur ce chantage. Vous avez dit des mots, je ne sais pas, controversés, polémistes, machin. Ce sont quantité de jolies manières de dire extrémistes, fascisants et oui, tout ce qu'on veut. Oui, c'est une forme de discrédit. Voilà, en gros, on vous met immédiatement cette étiquette de l'infamie qui vous renvoie au pire dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire les heures sombres, l'extrême droite et tout ça. Et à partir de là, dans un débat, évidemment, vous avez je ne sais pas combien de coups de retard. Donc, vous êtes utilisé finalement par ce système à son avantage en disant alors voilà, à ma gauche nous avons Aymeric Caron qui est un type très gentil et qui ne mange pas d'animaux, et en face vous avez le fasciste Laurent Burton qui est proche de toutes les choses dont il est horrible d'être proche, qui est nauséabond, etc. Évidemment, il n'y a même pas de débat. Et c'est ce qui empêche d'ailleurs cette opinion majoritaire d'exister, mais pas seulement dans les grands médias dont elle est exclue, mais dans la rue, au quotidien, dans les familles, au travail. Parce que quand viennent des débats qu'on a rendus de manière volontaire, qu'on a politisés, l'insécurité ou l'immigration, je ne vois pas pourquoi ces thèmes seraient des thèmes d'extrême droite. Ça n'a aucun sens. Pendant très longtemps, la gauche française a été fortement opposée à l'immigration. Karl Marx voulait fusiller les voleurs sans procès. Ce ne sont pas des thèmes qui ont toujours été de droite, ni même d'extrême droite évidemment, mais c'est une manière de les disqualifier.
Donc, l'opinion, je pense, majoritaire, se tait parce qu'elle sait que si jamais dans une discussion entre amis, on aborde ces sujets-là, on a un conditionnement mental puissant qui nous incite à ne pas donner notre opinion si elle ne va pas dans le sens de la conformité, parce qu'il se trouvera toujours un vigilant pour redorer son blason social en vous accusant de faire le jeu de on sait qui, on sait où ça mène, etc. etc. Donc le débat n'a pas lieu dans les grands médias, mais il n'a pas non plus lieu dans la rue, et ça aussi, ça participe de la décohésion sociale. Parce qu'on a l'impression qu'on ne partage plus rien avec ces individus-là qui se sont faits les porte-voix de la cause majoritaire, les agents zélés du système en quelque sorte. Encore une fois, ils étalent leurs vertus, mais l'étalage de vertus n'en est pas une, et on a du mal à mesurer ça. On a du mal à mesurer que pour la valeur sociale des individus, cette position est avantageuse. Et que ceux qui sont dans l'appareil médiatique ont tout intérêt à se battre pour la défendre et la conserver. Et ils le font jamais de manière argumentée et scientifique, mais uniquement sous forme de chantage. Chantage à l'antiracisme, au racisme. Est-ce que vous pensez effectivement que l'accusation d'islamophobie participe à ça, à ce climat permanent? On a vu Yves Tréhard déclarer chez le confrère de LCI qu'il a dû faire acte de contrition le lendemain matin rapidement parce qu'il avait dit que, je ne me rappelle plus les phrases exactes, mais c'était quand même assez saisissant de voir un éditorialiste devoir faire acte de contrition, et notamment sur l'islamophobie. Mais alors bien sûr, l'islamophobie fait partie de ces inventions comme ça miraculeuses. Il y en a eu quantité d'autres, hein, des phobies, je ne sais plus le recensement exact, mais on parle d'ailleurs de lutte interphobe, enfin de trucs comme ça aujourd'hui. Voilà, maintenant vous allez conseiller pour éviter l'obésité, je ne sais pas, des diètes un peu améliorées, on va vous traiter de grossophobe, enfin vous aurez toujours comme ça des gens pour criminaliser la pensée, enfin, une pensée qui semble assez légitime. On a le droit en France de critiquer la religion, on tente de mettre ça sur le même niveau que la pensée raciste qui implique, je ne sais pas, une hiérarchie entre les individus. On tente de mettre sur le même plan la lutte contre la radicalisation ou tout un tas d'autres interrogations sociales, même légitimes. Donc c'est encore une manière de piéger le débat. Si on met cette espèce de chantage là au milieu, évidemment, on n'arrivera à rien. Alors c'est intéressant parce que dans votre livre, vous êtes très acide sur les journalistes, et notamment dans le premier tome, où vous décrivez deux camps. Les premiers qui sont cyniques, qui connaissent la réalité, mais qui défendent autre chose sur les plateaux de télé, voilà. Et puis les autres, carrément, qui sont complètement aveugles et qui croient vraiment à ce qu'ils disent. Ça, j'aimerais qu'on en parle un peu, parce que vous avez déjà parlé dans le premier tome, mais c'est extrêmement intéressant parce que une seconde question me viendra après sur la place des médias dans le temps des barbares. Est-ce que vous pourriez reprendre sur ces deux catégories de journalistes? Et si vous pouviez nous citer des noms, ça serait formidable, mais je sais que vous ne le ferez pas. Alors en gros, on va voir le marchand, donc le type pour qui l'idée ne vaut que par sa valeur du moment. Lui, c'est un peu comme une cotation en bourse. Le progressisme est au sommet, donc c'est une bonne valeur, donc il faut la défendre. Et ils vont donc se livrer à des discours de générosité, d'ouverture, etc., tout en n'ayant absolument rien à faire du sort de ces individus qu'ils défendent, mais ils vont le faire de manière tellement sincère qu'on va les croire, évidemment. C'est une manière totalement perverse d'augmenter sa valeur sociale, mais certains le font très bien. Et j'ai déjà rencontré de ces individus. Je ne donnerai pas de nom, encore une fois, pour ma protection des sources. Et comme ça, je sais que j'en découvrirai sûrement d'autres. Et il y a, parallèlement à ça, les sincères. Donc là, on est plutôt dans le registre Christiane Taubira, par exemple. Des individus qui croient réellement que le vivre ensemble est la panacée universelle et qu'il faut se battre pour le défendre. Et alors eux, vraiment, c'est toute leur âme. Alors je ne sais pas quel est le niveau d'auto-persuasion. Notre cerveau, des fois, on est un peu programmé pour croire, hein, quelque part, on sait bien. Ça nous a aidés à survivre plus d'une fois. Donc, certains de ces individus vont réellement se persuader qu'ils sont investis d'une mission comme ça sacrée. Donc évidemment, là, on n'est jamais bien loin du fanatisme et on est prêt à tout. Y compris à censurer, y compris à mentir. Ah oui, évidemment, là on est dans une logique de toute façon. En plus, comme je le disais, donc, on est sur le terrain de l'idée.
de l'idéologie et il y a une forme de compétition morale qui s'est enclenchée dans ces classes supérieures, chacun veut aller encore un peu plus loin que l'autre pour se faire remarquer. Parce que si on dit tous que le vivre ensemble c'est bien, on ne sort pas du lot. Non, il faut aller plus loin que ça. Il faut trouver des phobies auxquelles personne n'aurait encore pensé, des trucs à dénoncer. Et on le voit sur les réseaux sociaux, c'est une course au délire. Alors, je n'ai pas d'exemple précis en tête, j'en cite quelques-uns dans mon livre. Mais jusqu'où peut aller le progressisme dans sa course à la destruction de la société traditionnelle d'une part et à la proclamation de valeurs, d'idées ou de menaces des individus bassement non intéressés par ces problématiques inclusives. Quand on voit jusqu'où ça peut aller, on comprend que ce système qui s'auto-alimente ne peut plus s'arrêter de lui-même. C'est exactement le Titanic, il y a une inertie qui est terrible dans la machine, et malheureusement, ça va être très difficile de virer de bord. Mais c'est effrayant parce que vous dites chez les cyniques, chez la classe des cyniques, le clan des cyniques, que certains ont déjà prévu la base arrière. Certains ont déjà prévu un appartement, une propriété hors de la France dans le cas où ça se passerait mal et qu'il faudrait partir prestement. Voilà, alors eux, ils sont prêts aussi au switch moral, c'est-à-dire si jamais la situation, l'air du temps les y contraint, ils changeront demain d'idée et proclameront qu'ils ont toujours été sceptiques vis-à-vis de ce vivre ensemble et qu'il ne faut pas être naïf, il faut regarder les choses. Ils sont capables complètement de se réadapter à un nouveau discours. D'ailleurs, certains l'ont déjà fait dans leur tête, ont déjà fait ce chemin-là. Ils n'attendent que de pouvoir sortir du bois pour se révéler. Et c'est là qu'on verra d'ailleurs que dans ces milieux où on a l'impression que tout le monde milite dans le même sens, on verra qu'il y en a déjà énormément qui n'y croient plus. Et peut-être même qui sont majoritaires d'ailleurs. Mais en plus, dans la classe, c'est exactement l'image du Titanic et c'est parfaite, vous avez des canaux de sauvetage qui sont prévus pour les classes supérieures essentiellement. Pour le premier pont. Pour le premier pont, voilà. Ceux-là ont les moyens, ils ont des résidences ailleurs, ils peuvent prendre l'avion, c'est pas un problème. En revanche, ceux qui sont en bas dans les soutes, eh bien, si la société sombre, ils vont sombrer avec elle. Donc c'est beaucoup moins rigolo pour eux, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu plus inquiets, peut-être parce qu'ils ont senti que le problème allait les concerner beaucoup plus, comme c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs, la réalité les touche directement, et ceux d'en haut ont tous les moyens de s'en prémunir pour l'instant, ce qui explique aussi le décalage énorme entre les deux France. Alors, on va parler de mouvements sociaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a des mouvements sociaux qui, en France, s'étalent depuis presque un an. Le 5 décembre à venir, des grèves générales, du moins illimitées, sont prévues par plusieurs... Et on a envie, on pense forcément à votre livre, est-ce qu'il pourrait y avoir, est-ce que ça pourrait être peut-être cette étincelle, vous essayez de démontrer dans Guérilla tome 1 et tome 2, est-ce que ça pourrait être le moment où cette étincelle se fait jour? Alors, c'est possible, c'est une des possibilités étudiées par le renseignement. Il faut bien comprendre que l'État en réalité est faible. La police est efficace pour gérer des événements localisés, mais dès lors que les problèmes deviennent un petit peu étendus, sans meneur identifié, de masse comme ça, vous avez des mouvements de foule qui sont très difficiles à prévoir, eh bien on ne sait pas. En décembre 2018, l'Élysée était dans un état de panique. Il faut utiliser ce terme-là parce que c'est réellement ce qui s'est passé. Les valises étaient prêtes en quelque sorte, on a manqué de peu une évacuation de l'Élysée. C'était déjà arrivé lors de la manif pour tous, quand il y avait 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. La préfecture de police de Paris ne savait pas quoi faire face à cette foule, et si elle avançait sur l'Élysée, il était prévu de ne pas s'y opposer, parce qu'on ne peut pas s'opposer à 1 million de personnes. Donc, des événements en apparence anodins au départ, venus de nulle part, qui ne sont pas attendus, peuvent déboucher sur des situations de désordre comme ça. En revanche, après, de là à basculer vers réellement autre chose, ça, je suis beaucoup moins sûr, parce que nous, tous autant que nous sommes dans cette société, nous avons encore beaucoup à perdre. La misère sociale, honnêtement, par rapport au temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, n'est pas là. On n'a pas faim, on est dans un état de confort relativement élevé. Mais regardez, on a tous quelque chose à perdre. Je me permets, sur la France périphérique, regardez les déclarations ou des gens qui sont dans la rue depuis très longtemps ou qui viennent dans la rue, qui vont aller dans la rue, qui se rendent demain. Il y a quand même des gens qui disent on s'en fout, on n'a plus rien à perdre aujourd'hui. Oui, voyez-vous, les mères célibataires ou toute une foule de gens qui se paupérisent de plus en plus depuis plusieurs mois. Est-ce que ça, à un moment, ça ne peut pas être ce point de bascule? Je ne suis pas certain. Je pense quand même que
Alors le discours, effectivement, est radical. Je le constate moi-même dans mes livres. On me dit toujours, vous êtes radical dans vos... Mais pas du tout. Par rapport à mon public, ça n'a rien à voir. Je suis une sorte de trait d'union extrêmement modéré par rapport à ce que j'entends au quotidien, à la rencontre de mes lecteurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a, le français en général râle, se plaint, tout va très mal, il faut changer, il faut un changement. Mais quand vient le moment réellement de changer, quand on touche du doigt l'inconnu, là, il y a une sorte de repli du citoyen, parce que on reste, je le disais, des animaux domestiques, des créatures ritualisées, nous sommes habitués, nous avons notre confort, nous avons notre situation, et si, je ne sais pas, affaiblie, fragile soit-elle, on y tient quand même. Et on a peur du vrai changement. Ça se voit, on le constate à chaque élection en France. On a toujours l'impression que les citoyens vont tout faire péter, et pas du tout. Parce qu'au fond d'eux, ils ont peur de l'inconnu. Il y a une angoisse vis-à-vis de peut-être la liberté, de retrouver finalement la responsabilité, de devoir reprendre en main notre destin. Ça fait très peur aux citoyens. Ils veulent, tout ce qu'ils veulent en général, c'est un homme providentiel ou une femme providentielle, c'est-à-dire un nouveau maître finalement. Quelqu'un auprès duquel on pourra se défausser de nouveau de nos responsabilités. Mais c'est pour ça que je ne me fais pas plus d'illusions que ça sur ce genre de mouvements sociaux qui peuvent être récupérés d'ailleurs par des opportunistes qui pourront incarner ce rôle-là le moment venu. Comme j'en parle d'ailleurs dans Guérilla, il y a toujours ce risque. Quelqu'un qui se sentira à l'air du temps, qui nous fera une Sarkozy bis un peu mieux, un peu plus habile sur des problématiques comme l'immigration, l'insécurité, pourra agréger à lui l'opinion sans problème, quitte à faire en sorte de garder simplement le contrôle du navire et par des mesures symboliques de continuer comme ça à en garder le contrôle. Vous ne pensez pas quand même qu'on est arrivé à un point de non-retour après Emmanuel Macron? Les gens ont essayé la droite, ont essayé la gauche. Là, on a Emmanuel Macron qui nous a fait le « en même temps ». Et aujourd'hui, on se retrouve, suite au naufrage de Marine Le Pen, au débat d'entre-deux tours. Qu'est-ce qu'il y a après Emmanuel Macron? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est un peu l'infini après Macron. On a cette impression comme ça de vide sidéral de la fameuse nuit du Titanic, où la mer était extrêmement calme, mais on est dans l'immensité, on ne voit rien. Et on se retrouve un peu dans cette situation. Mais j'ai déjà entendu ça après beaucoup de présidents en fin de règne. On a souvent dit, cette fois, ça y est, on a essayé ça, on a essayé ça. Maintenant, il faut que ça change vraiment. Et après Chirac, on a eu Sarkozy. Après Sarkozy, on a eu Hollande. Et après Hollande, on a eu Macron. On se dit toujours que chaque président nous fait regretter le précédent, ce qui est un exploit technique, parce que ça paraissait pas évident. Mais pourtant, c'est quasiment le cas. Vous verrez que peut-être François Hollande deviendra populaire un jour. Malheureusement, on devient très populaire quand on arrête les affaires et plus encore quand on décède dans notre pays, c'est comme ça. On n'a peut-être pas la capacité à imaginer, c'est difficile d'anticiper cette époque progressiste, à imaginer ce qui sortira après Macron. Et peut-être que ça nous fera regretter Macron. Tout est possible. Mais je sais pas, je pense pas qu'on soit encore à ce point de saturation. Je pense que ça viendra, moi, d'un événement qui sera extérieur à tout ça, qui va un peu dépasser l'opinion et tous ces petits calculs politiques. Mais vous ne sentez pas quand même un frémissement? On est pile poil dans votre si. Laurent Berton. On a un an de Gilets jaunes et là, on a des corps qui commencent à s'agréger de plus en plus. Oui. On va arriver peu ou prou à une convergence des luttes, mais c'est une chimère, mais qui, à mon avis, pourrait arriver. Est-ce qu'on est peut-être là? On est peut-être au milieu des deux tomes, là? Non? Alors, clairement, les individus, mes lecteurs, par exemple, les plus politisés, c'est-à-dire ceux qui vont passer leur temps à s'informer, qui ont déjà compris beaucoup de choses, ont l'impression d'être avec les vigiles du Titanic, c'est-à-dire de voir l'iceberg arriver. C'est une photographie, c'est un instant qui paraît une éternité, mais qui paraît en même temps très court, parce que l'accident arrive, on le voit, il est là déjà, et on se dit déjà que c'est trop tard. Donc on a l'impression que rien ne bouge quand on est là-haut, parce que la décision est lente, parce que personne ne réagit, il y a une inertie colossale. Mais quand on prend un peu de recul, en réalité, c'est vrai qu'il y a un mouvement, il y a une prise de conscience de plus en plus tangible dans la population. C'est de plus en plus difficile d'interdire ce débat. On a essayé de le criminaliser, ça n'a pas fonctionné, et même ce sera bien pire, parce que pour le coup, la population va se tourner vers des formes d'information parfois aberrantes, va commencer à aller vers des théories du complot, va aussi se tourner vers des individus, on parlait des hommes providentiels, mais là on peut aller sur à peu près n'importe quoi du coup, pourvu que ça ne vienne pas justement de Big Brother ou de la structure habituelle. Donc c'est assez inquiétant aussi, on ne sait pas dans quel sens ça peut aller, c'est vraiment très imprévisible.
Oui, parce que on finit là-dessus rapidement, mais il y a eu quand même le 1er décembre, le 8 décembre, il y a eu en mars aussi, il y a quand même des affrontements, vous l'avez dit vous-même, hein, le pouvoir a eu très très peur, on rappellera que Brigitte Macron avait visité l'abri anti-atomique, Ouais. donc on était quand même sur une situation très tendue. Aujourd'hui, effectivement, la question du voile, la question identitaire, la question communautaire, est-ce qu'à un moment donné, tout ça ne peut pas s'agréger de façon totalement désordonnée ou ordonnée et amener à ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer demain concrètement. Alors, c'est encore une fois les limites de ces mouvements sans tête. C'est que vous avez au départ une cohabitation qui était complètement inédite. On avait dans ces manifs, on avait des types de droite, très à droite, des types à gauche, très à gauche, des types modérés. On avait vraiment tous les visages de la société civile. Et petit à petit, à partir du moment où il faut bien commencer à avoir des revendications, à désigner des meneurs, eh bien là, évidemment, ça s'effondre. Parce que finalement, on va sur des trucs très traditionnels, propres à tous les mouvements sociaux français. On part de moins d'État au départ, c'est-à-dire moins de taxes. Et finalement, on se retrouve à la fin avec il faut beaucoup plus d'aide à machin, et d'aide à bidule, et d'aide à tout ça, donc encore plus de taxes. Et ça redevient finalement... on remet Big Brother au centre du jeu. Au départ, on voulait complètement s'en défaire, et finalement, à la fin, eh bien, on réussit à retourner le truc en la faveur d'encore plus d'État, encore plus d'intervention, encore plus de social. Et c'est déjà aussi une des parties décisives du problème. Donc finalement, c'est encore pire aujourd'hui qu'avant les Gilets jaunes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous prenez souvent votre voiture, mais je rappelle que ce mouvement part du problème des prix à la pompe. Quand on faisait le plein en France, faites le plein aujourd'hui et consultez, je ne sais pas si vous prenez des notes par rapport à l'année précédente, eh bien, sur ce point de vue-là aussi, les Français, évidemment, ont perdu. Alors, une question sur les femmes. Les femmes s'en sortent relativement bien dans les livres de Laurent Berton, dans les romans de Laurent Berton. Selon vous, y a-t-il une résilience féminine? Je pense que oui, quand on étudie les guerres civiles notamment, ou les événements les plus dramatiques de l'histoire moderne, et même de l'histoire ancienne, on a souvent cette vision, pour le coup, de la femme qui est l'être fragile, sensible, être faible, qui va s'en remettre à l'homme très viril, qui va se battre pour la protéger, pour protéger sa famille et tout ça. Effectivement, c'est l'homme qui va faire la guerre, mais l'être par excellence de la transmission, la protection, pour le coup, de l'héritage génétique, il est bien plus féminin que masculin. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, on retrouve une résilience, une force psychologique qui est même parfois surprenante par rapport souvent à la défaillance masculine. Et d'ailleurs, la situation actuelle, je trouve, montre que les hommes en général ont bien plus de mal à s'investir et à s'exposer de manière peut-être politique ou militante que certaines femmes. C'est assez révélateur, ça, je trouve. Alors, on verra comment ça se passera. Évidemment, tous les hommes n'ont pas renoncé à faire front et à se battre, mais les femmes non plus, loin s'en faut. Alors, une dernière question un peu large, parce que c'est intéressant, de votre position. Pensez-vous qu'un jour, on puisse débattre sereinement en France de ces questions, de façon plus large, mais de ces questions-là? Est-ce que vous avez un peu d'optimisme, Laurent Berton, ou vous allez rester de votre vie un paria avec vos livres, avec beaucoup de lecteurs? Parce qu'on rappelle, vous avez un succès incroyable, mais est-ce que franchement, un jour, on va pouvoir débattre autour d'un plateau avec des gens sereins qui pourront échanger, se battre, argument contre argument? Vous avez l'espoir ou pas? Je pense que si un jour ce moment viendra, on n'aura même plus besoin de débattre, parce que ces questions de sens commun seront réglées, en fait. Mais là, pour l'instant, on en est très très loin. Le réflexe de ces techniques en fait de chantage sont si ancrées en nous, elles ont pris une telle ampleur dans le débat public que inconsciemment, énormément de gens les pratiquent. Qui n'est pas tenté de ramener les simples débats entre amis à de telles excommunications morales? C'est très difficile d'en sortir et de prendre de la distance par rapport à ça et vraiment d'avoir un débat rationnel et apaisé. On en est extrêmement loin. Moi, j'espère évidemment qu'on y arrivera, qu'on réglera tout ça et qu'on pourra peut-être passer à autre chose. Moi, j'aimerais bien écrire des livres sur des sujets peut-être beaucoup moins sensibles, mais l'urgence commande. Je suis dans la vigie, moi aussi. J'ai vu arriver l'iceberg dans la nuit et j'essaie de sonner la cloche. Voilà, Donc, en finalement, espérant qu'elle soit entendue. Le jour où on pourra débattre, vous n'écrirez plus de livres de ce type-là. Je pense. Voilà.
Et une dernière question, allez, j'ai envie de la poser parce qu'on parle de la liberté d'expression, on parle de la liberté de pouvoir débattre sereinement. Qu'en est-il aujourd'hui de la démocratie en France, selon vous, Laurent Berton? Ah bah, c'est justement, mon livre La France interdite était le procès aussi de la démocratie. Parce que la démocratie, à partir du moment où vous êtes censé vous fier à la souveraineté intellectuelle des populations, vous ne pouvez pas les accuser, la criminaliser incessamment. Il y a un problème. Et à partir du moment où elles pensent assez majoritairement, je ne sais pas, en Angleterre, que quitter l'Union européenne est bon pour son destin, eh bien peut-être que la solution ne serait pas justement de la traiter comme si elle n'avait pas compris la question, comme si c'était scandaleux, elle était Vous l'aurez pas bien expliqué. désinformée, voilà, enfin tout un tas de choses. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on admet que cette démocratie n'a pas lieu d'exister, et donc il faut que le pays soit gouverné par des artistes, des journalistes, voilà, l'administration, des universitaires. Eh bien, on le dit clairement, que la démocratie n'a pas lieu d'être. Mais si on continue à faire croire qu'elle existe, il faut un minimum lui donner quelques gages. Là, le seul gage qu'on a, c'est ce bulletin de vote qui vaut 0,0000 et je ne sais combien de 0,1% d'influence dans ce pays, sachant qu'il est ultra conditionné, encore une fois, par ce martèlement médiatique. Eh bien, la démocratie, elle n'existe pas en France. Et justement, c'est une part du problème parce qu'on veut y croire, nous. On veut croire qu'elle existe, que dans notre pays, on n'est pas du tout dans un régime totalitaire, parce qu'il n'a pas ce visage-là. Moi, on ne m'envoie pas en prison, on se contente juste de ne pas me mettre à la télévision. On dit il y a une liberté d'expression, oui, c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais ne le dites pas trop fort, ne le dites pas dans les grands médias. C'est-à-dire, vous pouvez le dire à votre voisin, et nous, pendant ce temps-là, on garde le contrôle des dizaines de millions d'auditeurs et de téléspectateurs chaque jour. Donc il y a un déséquilibre absolument fondamental, et tant qu'on en sera là, on ne sera pas dans une démocratie. Mais c'est la fin d'un règne aussi, les médias. Vous dites vous-même, les grands médias mainstream aujourd'hui sont totalement discrédités par une partie de la population. On le voit sur les réseaux sociaux, les gens ce qu'on appelle la réinformation. Bien sûr, mais encore une fois, ce monde de représentation, qu'il soit médiatique, universitaire, culturel, politique, n'a plus la légitimité populaire du tout. La représentation de l'Assemblée, la représentation des sphères intellectuelles ne correspond plus du tout à la réalité populaire. Il y a une forme de coup d'État qui a été réalisé là. Parce qu'en plus, tout ça se passe avec la captation de l'argent du contribuable français. Tous ces médias sont totalement dépendants du contribuable français. C'est pareil pour le milieu universitaire, administratif. Et cet agrégat prétend diriger, savoir ce qu'il est bon pour le destin des Français et se passer de leur avis. C'est un problème énorme. C'est une forme de trahison, pour finir? Ah bah là oui, on est dans la trahison, dans le coup d'État, on peut appeler ça comme on veut. En tout cas, il y a une rupture totale entre l'idéal démocratique et la réalité de la situation aujourd'hui, la situation de la France. Merci beaucoup Laurent Berton de nous avoir accordé ce long entretien pour votre nouveau livre Guérilla, le temps des barbares aux éditions Ring. Merci beaucoup. Merci à vous.